Bonjour et bienvenue dans J'ai lu ton mail, l'émission des gens productifs et sereins. Bonjour à tous. Eh ben Geoffrey, on t'entend pas. J'ai lu ton Bonjour mail. tout le monde. Ah, quand même. Alors aujourd'hui, c'est moi qui vais vous entretenir d'un sujet. Et en fait, je vais vous entretenir d'un monsieur et de l'œuvre de ce monsieur. Ce monsieur s'appelle Keith Cunningham et on va parler de la route de briques jaunes. Ah, Qu'est-ce que c'est? Alors, la route de briques jaunes, ben oui, qu'est-ce que c'est? Vous aurez reconnu, pour ceux qui sont familiers de la culture américaine, la référence au magicien d'Oz, évidemment. Donc la route de briques jaunes, j'arrive, qui mène au pays magique du magicien. Voilà, Dorothée. alors tout ça va s'éclairer prochainement, restez avec nous chers auditeurs. Le monsieur à l'origine de tout ça s'appelle Keith Cunningham. C'est un entrepreneur américain qui fait maintenant pas mal de conférences. Il a commencé dans l'entrepreneuriat assez jeune, puisqu'à 11 ans, il a commencé sa première entreprise de vente d'œufs à domicile, des œufs de poule, et ça a bien marché. Il a continué comme ça. Il s'est payé son éducation, comme on dit aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il a réussi à payer la fac pour lui avec ses entreprises, disons ses côtés entrepreneurial qu'il avait monté. Et il a écrit plusieurs bouquins. Maintenant qu'il est chairman, c'est-à-dire on va dire associé de plus d'une dizaine de sociétés, qu'il n'a pas forcément fondé mais qu'il a racheté. Les bouquins qu'il a écrits, le premier c'est le blueprint, c'est-à-dire on va dire le canevas optimal pour un... C'est pas traduit en français, donc je traduis à la volée, pour un business réussi. Le deuxième titre, j'aime bien, préface d'Anthony Robbins d'ailleurs, le deuxième titre c'est les clés du coffre. C'est autrement dit les leçons des professionnels pour lever de l'argent et démarrer votre société. Et son troisième bouquin qui va faire l'objet de cette chronique du jour, c'est The Road Less Stupid. Autrement dit, la route la moins stupide. Et le titre est rigolo et le deal est assez intéressant en fait, puisque l'idée de cette route la moins stupide, c'est la route qui permet de faire le moins d'erreurs. Il ne s'agit pas de pas faire d'erreurs, mais il s'agit de pas faire d'erreurs débiles, on va dire ça comme ça. Et en fait, il explique assez vite qu'il a créé une série de règles qui sont destinées à le protéger de lui-même. D'accord ? C'est-à-dire qu'il a pris un temps de réflexion par rapport à son expérience d'entrepreneur et puis tout ce qu'il avait pu connaître en business. Et il s'est dit, je sais que j'ai cette tendance à ce genre de choses, j'ai tendance à ça, donc qu'est-ce que je peux mettre comme règle qui me protège de ces tendances naturelles que j'ai, qui me protègent de moi-même. Donc c'est des règles qui sont destinées à le protéger sur le long terme. Donc c'est les trois points. Alors les 3 points de ces règles, vous allez voir, c'est très très normé. Donc c'est destiné à penser à long terme. Donc il a essayé de faire quelque chose qui l'empêche de tomber dans le travers du court terme. C'est des règles qui sont destinées à faire en sorte qu'il amène sur la table son expertise et pas son temps. Et ça, moi, c'est un point qui me parle particulièrement parce que j'ai cette espèce d'admiration de pouvoir de pouvoir apporter une expertise, mais pas forcément que ça soit lié au temps. Voilà. Et le troisième point, c'est d'avoir des gens qui font les choses de manière à ce que moi je puisse conduire la société. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont faire l'opérationnel, donc il faut des opérationnels pour l'opérationnel, de manière à ce que vous puissiez diriger. Finalement, c'est un peu ça. Si je reprends l'analogie d'un bateau, lui il tient la barre et même limite il tient pas la barre, mais il fait par contre la route, quoi. Il dessine la route et le port vers lequel les gens vont se rendre. Et il a tout un tas de gens sur son bateau pour faire en sorte que le bateau y aille. Voilà. Est-ce que c'est clair pour le moment? Est-ce que je suis clair? c'est clair. Voilà. Et donc, pour ça, il a une espèce de process, finalement, qui détaille dans ce bouquin-là, qui est en 3 grandes phases, et puis 5 disciplines de fond. Toujours le corollaire, si vous voulez, de ces règles qu'il a créées, c'est un peu les muscles maintenant qu'il dit, voilà, les muscles que moi j'apporte dans une société quand j'arrive dans une société. Pour l'information d'ailleurs, j'ai dit tout à l'heure, il crée pas forcément la société, c'est-à-dire qu'il va aller chercher des sociétés qui fonctionnent pas trop mal, il les rachète ou en tout cas il prend des parts dedans, et ensuite de quoi il fait en sorte de les optimiser pour qu'elles marchent mieux. Donc, lui il dit que ses grandes forces en fait, c'est d'arriver à trouver les obstacles qui empêchent la progression vers l'avant de la société.
C'est une de ses grandes forces, c'est quelque chose qu'il a développé, et on va voir après comment il fait. C'est ce qui lui permet, comme il dit, d'arrêter de payer la taxe débile. La taxe débile, c'est là pas une taxe qui aurait pas de sens, c'est la taxe du débile, c'est-à-dire la personne qui fait des erreurs et qui du coup est obligée de payer pour les erreurs qu'il a faites. Donc il essaie d'éviter de payer cette taxe-là, la dumb tax. Donc il essaye d'éviter les choses stupides, et donc il se posait ensuite de quoi les questions, quelles sont les opportunités, quels sont les obstacles, quelle est la stratégie à déployer, quelle est la machine à construire, et ensuite, en troisième phase, d'arriver à prioriser. Et il priorise avec quelque chose dont on a déjà parlé, que vous connaissez bien, c'est quelle est la chose qu'on va faire qui va permettre d'optimiser toutes les autres. Voilà, On retrouve un peu. Alors il cite pas directement l'inspiration, mais on retrouve le même genre de choses. Donc, est-ce que vous êtes toujours avec moi? Mais oui. Parce que là, on va rentrer dans le gras du milieu. Impatiemment le corps de. Ouais, on de attend de la matière, rencontrer quoi. le lion poltron. Et l'homme. Et le bûcheron de fer blanc. Voilà. Alors, première étape, quand il arrive, il répare la structure. Alors, réparer la structure, en fait, ça consiste en 6 questions qui va se poser successivement, dans l'ordre que je vais vous donner, donc commencez pas à faire n'importe quoi. La première question à se poser, c'est « Eh les gars, qu'est-ce qu'on essaye de faire ?» Et donc, évidemment, on va se poser la question plusieurs fois. On va dire, ah bah nous, on essaye de vendre des canettes, ok, mais qu'est-ce qu'on essaye de faire en vrai? Voilà. Et donc, il va se poser la question plusieurs fois, mais pas forcément trop loin non plus. Il ne s'agit pas d'aller sur la raison d'être, hein, mais qu'est-ce qu'on essaye vraiment de faire? Deuxième question, quel est l'obstacle? Qu'est-ce qui nous empêche de faire ce qu'on a envie de faire comme on veut le faire? Parce qu'il part du principe qu'il y a toujours quelque chose à améliorer. On pourrait dire, bah non, il n'y a pas d'obstacle, on fait ce qu'on veut, très bien. A priori, c'est pas toujours le cas. Qu'est-ce qui vient frotter, qu'est-ce qui crée des frictions, qu'est-ce qui fait qu'on fait pas ce qu'on veut faire? Donc quel est l'obstacle? Troisième question, maintenant que j'ai l'obstacle qui m'empêche de faire ce que je veux faire, quelle stratégie il va falloir que je déploie? Qu'est-ce que je pourrais déployer comme stratégie? Donc c'est une partie un peu créative là, pour surmonter cet obstacle. Ensuite de quoi, quatrième phase, maintenant que j'ai la stratégie, quelle est la machine qu'il faut que je crée? Qu'est-ce qu'il faut que je mette en place, en gros, qui va me permettre d'exécuter ces stratégies pour contourner l'obstacle ou surmonter l'obstacle qui m'empêche de faire ce que je veux faire. Et une fois que j'ai cette machine, je vais aller chercher quelles sont mes priorités. Tu peux clarifier, excuse-moi Oui. Romain, je t'interromps, tu peux clarifier entre le 3 et le 4. La stratégie de la machine. Ah, Ouais. donc le 3, c'est définir la stratégie, et le 4, c'est de quelle machine j'ai besoin, quel outil en fait. Ouais, qu'est-ce que je vais mettre en place finalement? D'accord. Qu'est-ce que j'ai besoin de mais mettre ça, en place pour exécuter ma D'accord. stratégie? Ok, d'accord. D'accord. Et donc, cinquième phase, les priorités. C'est-à-dire que maintenant que j'ai une machine qui me permet d'exécuter ma stratégie, bah, par quoi je commence? C'est un peu ça, quoi. Quelle est ma priorité ou quelle est la priorité? Qu'est-ce que je devrais faire? Et ensuite, dernière question, comment je fais maintenant pour allouer les ressources à la bonne stratégie? Ça va? Je vous la refais? Non, c'est bon, c'est clair Ok. pour moi. Voilà. Et ça, c'est la première phase. Donc, il s'agit de réparer la structure. C'est vraiment ça, fix the structure, réparer la structure du bidule. Alors, après, phase 2, enfin grande phase 2, on va dire, maintenant le levier. C'est-à-dire qu'on peut commencer à penser au levier une fois qu'on a fait tout ce que je viens de dire avant. Et le levier, c'est comment je peux arriver à avoir du levier justement, histoire de passer à l'échelle. Et il y a différents types de leviers. Alors, c'est vrai qu'il détaille pas forcément ça beaucoup. Il est beaucoup dans ce que je viens de dire avant, un peu moins là-dedans. Mais il en parle quand même. Donc, quel est le levier? Alors, il y a différents types de leviers. Ça peut être des gens. Est-ce que j'ai besoin d'avoir plus de gens? Est-ce que j'ai besoin d'avoir des gens différents? Et il fait la différence notamment entre les périodes de création de société et les périodes de pérennisation de société. Alors, il le fait un peu à l'américaine, mais écrit en gros, si vous essayez de pérenniser une société avec les mêmes personnes avec qui vous l'avez créée, ça marchera pas. Parce qu'il ne faut pas les mêmes personnes. Vous pouvez créer une société avec quelqu'un, et à un moment, vous avez votre associé, vous avez créé avec, à un moment, il y a toutes les chances qu'il faut qu'il y en ait un des deux qui se barre pour pouvoir pérenniser la société. Parce qu'il y a un qui était plus dans la création, et maintenant il vous faut quelqu'un dans la société qui va être dans la pérennisation. Alors, l'associé peut rester, mais ça veut dire en tout cas dans ces cas-là qu'il va falloir que certaines choses soient basculées sur quelqu'un qui est plus opérationnel.
Hein, c'est un peu comme si voilà, vous lancez votre startup, vous lancez votre société, vous êtes à fond à faire les trucs, et puis à un moment, vous êtes à un tel niveau de développement que ce qu'il faut, c'est quelqu'un qui arrive à pérenniser, c'est-à-dire qu'il va falloir embaucher en gros un DG, quoi, ou quelqu'un qui va faire office de directeur général, quelqu'un qui va vous définir les process, qui va vous définir les systèmes à mettre en place, qui va faire en sorte que la chose se pérenne. Mais on n'est plus dans la même chose, on est moins agile, on va plus lentement, mais en même temps, on va plus loin aussi. C'est sûr que c'est pas les mêmes profils. La personne qui s'éclate à défricher, à aller voir, à monter en puissance, à mettre une énergie incroyable pour que la machine décolle quelque part. Et puis la personne qui va arriver derrière, il va avoir un autre jeu de compétences qui va être celui de structurer, de s'inscrire dans la durée, etc. C'est vraiment des profils très différents. Ouais. Et il y a une image que Donald Miller, qui est un auteur de podcast que j'affectionne particulièrement, utilise pour parler de la même chose. Il dit c'est un peu la même différence entre une pelle et une pelleteuse. C'est-à-dire que la pelle, vous sortez avec trois copains dans le jardin, vous faites un trou en 2 minutes, 2 heures, etc. Vous faites un petit trou, mais personne vous embête, vous faites le trou que vous voulez, où vous voulez, etc. Sauf qu'à un moment, si vous voulez faire des gros trous, bah, il va falloir amener la pelleteuse. Alors la pelleteuse, elle est beaucoup plus lourde, il y a le temps qu'elle arrive, il y a le temps qu'elle soit en place, il y a le temps il faut quelqu'un pour la faire fonctionner, etc. Mais une fois qu'elle commence, la pelleteuse, elle vous éclate, vous et vos pelles, en 10 minutes de temps, quoi. Voilà, donc c'est un peu l'image de la pelle et de la pelleteuse. Ouais. Donc, non seulement Romain veut se séparer de ses associés, mais éventuellement les détruire à coups de pelleteuse. Ouais, il va creuser un trou. Moi, je suis content de ne pas être dans votre boîte. Question sérieuse, pourquoi Oui. est-ce qu'il appelle ce moment levier? Ça veut dire qu'on va démultiplier. C'est ça, exactement. On va démultiplier, donc on peut développer par les gens, comme on vient de dire. On peut démultiplier par les connaissances, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a un brevet à déposer, est-ce que quelqu'un a un brevet qui va nous permettre, nous servir pour ce qu'on est en train de faire et qui va nous permettre aussi de faire levier là-dessus, ou une propriété intellectuelle ou quoi que ce soit. Et ça peut être des alliances stratégiques. Est-ce qu'il y a une société qui fait la même chose que nous, ou qui fait quelque chose qui est complémentaire, qui fait que si on l'intègre, ou si on fusionne, ou si etc., et ben là on aura un levier parce qu'on va pouvoir arriver sur quelque chose de plus gros, etc. Donc voilà, l'idée c'est d'essayer de trouver le levier, mais ça ne peut se faire qu'une fois que la structure elle est saine quelque part. On va dire ça comme ça. Et donc ça c'est son levier. Et puis ensuite de quoi il y a un petit aspect marketing quand même. L'aspect marketing étant comment on se positionne de manière à faire une différence qui fait la différence. Voilà. Mais toujours ça, encore une fois... Toujours dans le deuxième grand point qui est le point des leviers. Ouais. Parce qu'il met cet aspect marketing là-dedans, c'est-à-dire qu'une fois que la structure est saine, il sait qu'il a beaucoup plus de clarté finalement sur sa société et sur ce qu'il veut faire, et donc son positionnement marketing a priori est plus clair. Donc il a le levier et il va positionner le marketing. Voilà. Quoi d'autre que je pourrais vous dire d'autre? Et voilà. Et donc là, on passe maintenant à la troisième grande phase, qui va être la mise en place des métriques en fait, c'est-à-dire des indicateurs. Il est de ces Américains effectivement, ça fait penser un petit peu à l'année des 3 mois. Oui, qui est très basé sur les indicateurs, effectivement. Mais il y a un mouvement comme ça et qui est partagé quand même à 99%, c'est qu'en gros, ce qui ne mesure pas ne peut pas grandir. Ce qui ne se mesure pas ne peut pas grandir, par contre. C'est-à-dire que si vous voulez faire des progrès sur votre marge, il va falloir traquer votre marge. Il va falloir voir combien vous faites de marge et comment vous pouvez la faire monter ou la descendre. Il va falloir avoir des indicateurs là-dessus. Si c'est le chiffre d'affaires, il va falloir des indicateurs par rapport au chiffre d'affaires. C'est le mesurable de Smart. Et c'est ça. Et du coup, on va être vraiment là-dessus. Quels sont les indicateurs critiques? Alors après, il y a des indicateurs de lead et de lag. Donc pareil, Yannick en parle dans le podcast sur l'année des 12 semaines. Il y a des indicateurs qui sont des indicateurs de direction. Et il y a des indicateurs d'anticipation. Et il y a des indicateurs qui sont des indicateurs de ce qui s'est passé. Voilà, qui ne sont pas forcément les mêmes. Ce qui s'est passé, par exemple, ça peut être quel chiffre d'affaires on a fait. Donc ça, c'est des choses qui sont un peu sur le passé. Les indicateurs d'anticipation, ça peut être le nombre de leads qu'on va avoir, le nombre de prospects qu'on va avoir, ou le nombre de coups de fil qu'on va décider de passer pour augmenter notre nombre de contacts. Ça donc, peut être. Lag, c'est ce qui s'est passé. Ouais, c'est la traînée, si tu veux, le lag. Donc du coup, de quel tableau de bord j'ai besoin? Mettre en place ce tableau de bord avec ces indicateurs-là. Et puis, c'est là aussi où il va s'intéresser, et bizarrement, c'est seulement là, où il va s'intéresser à la manière dont il organise chaque métier dans la société, ou chaque rôle dans la société, de manière à ce que le travail qu'ils font contribue aux résultats et aux priorités qu'ils ont.
définie dans les points précédents, si vous suivez. Voilà, et donc là, c'est là qu'il va être là-dessus. Alors qu'on aurait pu penser qu'il le ferait peut-être au moment de la stratégie ou de la machine ou des priorités ou des ressources, mais non. Il va d'abord essayer de faire tout ça dans un espèce de monde idéal, et ensuite il va dire, ok, maintenant je suis dans telle situation, j'ai fait mon levier, j'ai mes indicateurs, et maintenant comment je fais en sorte que chacun de ces jobs soit aligné. Dans des boîtes qui sont déjà en holacratie, par exemple, c'est plus facile, puisque tous les rôles, normalement, s'ils existent, sont nécessairement alignés. Mais dans la plupart des sociétés qui donc ne sont pas en holacratie, ça peut être intéressant de voir ça. Voilà. Donc ce qu'ils cherchent en fait avec tout ça, c'est d'avoir de la clarté. Donc voilà ces trois grandes phases en fait. Alors, Ils cherchent à avoir de la clarté. C'est au niveau des phases, quand tu dis 1, réparer la structure, Oui. 2, mettre en place un levier, est-ce que tout se passe en même temps, ou bien est-ce qu'il y a une notion de temps à travers première phase, je répare la structure, et puis au bout d'un certain temps, la structure est plus saine, alors je me concentre sur le levier, etc. Alors les étapes sont successives. Après, de mon souvenir en tout cas, il ne mentionne pas de rapport au temps particulier. Mais c'est successif, D'accord. c'est-à-dire que tu peux pas mettre en place le levier si t'as pas fait le travail d'avant. Tout à fait. Puisque... Mais par contre, ce qui me surprend, c'est un peu dans ce que tu disais, c'est que les métriques, tu vois, dans les 6 questions qui se posent sur réparer la structure, je vois pas où est le feedback loop. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que, OK, alors je définis qu'est-ce qu'on essaie vraiment de faire, quel est l'obstacle, quelle stratégie je vais mettre en place, quelle est la machine dont j'ai besoin, quelle est ma première priorité ou mes priorités. Puis maintenant, je vais allouer des ressources. Quelque part, il manque, enfin moi, dans ma perception, je me pose la question de où est le loop, c'est-à-dire le feedback en disant, bah, tiens, la stratégie marche pas, ou la priorité est la bonne, ou la priorité est pas la bonne, etc. Ouais. Au fur et à mesure des grandes étapes. Très clair. En fait, réparer la structure, il le fait qu'une fois, il le fait quand il arrive. Il s'agit de réparer. Donc après, on peut penser que c'est réparé. Cette étape-là est pas forcément longue. Elle va être plus ou moins complexe et longue suivant la société, suivant le service que tu as, etc. Nous, on l'a fait chez Nexel 6. C'est quand même un gros boulot. Rien que sur GTD, j'ai mis déjà pas mal de temps juste à réfléchir à ça, et on fait pas que GTD. Mais donc ça prend du temps. Cela étant, une fois que c'est fait, la clarté est phénoménale, et il y a du sens parce que c'est seulement après donc que tu fais ton levier et que tu vas mettre tes métriques, mais en fait, après tu avances. C'est-à-dire que ta stratégie au point numéro 1, tu l'as définie. Tu crées ta machine, tu décides de tes priorités, etc. Mais le retour et l'ajustement par rapport à tes indicateurs, etc., elle vient effectivement qu'en troisième phase. C'est-à-dire qu'en fait, c'est dans troisième phase que tu vas avoir ta boucle. Ta boucle, merci, le mot que je cherchais. Voilà. D'accord. Ok, très bien, okay. Ça clarifie. Et tu disais que tu l'avais utilisé pour Nexel 6 et notamment GTD. Oui. Qu'est-ce que tu as ressenti, si tu t'en souviens, en le faisant? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Et si tu l'as fait là, il y a longtemps, est-ce que tu l'utilises toujours? Est-ce que tu t'y reportes toujours? Alors, on est toujours sur des choses qui ont été décidées quand je l'ai fait. J'ai fait ce truc-là, je crois, en juillet dernier, de mémoire. Je peux me tromper, mais c'est dans ces eaux-là, quoi. Ou peut-être un peu avant. Donc, je confirme, on l'a vu ensemble en juillet dernier, oui. Ouais. Ça m'a pris, alors, juste sur GTD, juste sur un des aspects GTD, ça m'a pris un certain temps. Mais on est toujours sur la même dynamique de ce qui a été fait à ce moment-là. C'est quelque chose qui reste. Ce que ça m'a apporté sur le moment, c'est énormément de clarté, et ça m'a apporté une chose dont il parle d'ailleurs un peu plus loin, je l'ai pas encore mentionné, mais il en parle, c'est ça m'a fait me poser des questions que je me posais pas, et qui sont avérées être super importantes. Des questions que je me posais pas. En fait, c'est assez bête, mais même que rien que quel est l'obstacle qui m'empêche de faire ce que j'ai envie de faire, on pourrait penser que c'est une question qu'on se répond naturellement, mais en fait pas tant que ça. Tu peux très bien partir et commencer à envoyer un produit et te dire allez on y va, on avance, tu mets du boulot, tu mets de l'énergie, tu mets des trucs, donc ça avance. Mais quand tu te dis mais finalement là je suis en train d'avancer et je suis en train d'essayer de pousser dans un caillou, je passerai à côté, ça irait beaucoup mieux. C'est pas forcément une réflexion que tu vas avoir naturellement. D'accord, donc si je comprends bien, la partie je me souviens plus le mot. Audit, si j'ose dire, qui est réparer la structure.
tu as trouvé des leviers et est-ce que les indicateurs que tu avais trouvés à ce moment-là, est-ce que tu les as repris? Est-ce qu'ils étaient pertinents? Comment est-ce que tu as fait avec ça? Alors les indicateurs, c'est un travail un peu constant. C'est-à-dire qu'il y a des indicateurs, pardon, il y a des indicateurs qui sont restés, et il y en a d'autres qui s'ajoutent et qui sont partis. Voilà. Mais j'ai essayé de ne pas mettre trop d'indicateurs. Mais vraiment le grand truc, c'était la clarté, et puis ça m'a facilité énormément la stratégie. Puisque je suis responsable de la stratégie sur le cercle GTD, donc tout ce qui concerne GTD, ça m'a vraiment facilité beaucoup, plutôt que de me dire tiens, comment on pourrait essayer de tirer la flèche un peu dans le noir, quoi, de tirer dans le noir comme on dit. Là ma stratégie reposait sur quelque chose. Elle reposait sur des obstacles qui m'empêchaient d'avancer. Et c'est un peu sur le même principe qu'on a parfois en productivité. On vous dit bah la productivité c'est avancer plus vite, mais des fois pour avancer plus vite il suffit de lever le pied du frein. C'est pas la même chose, mais ça me permet quand même d'avancer plus vite. Bah là c'est un peu ça. C'est-à-dire que ok j'essaie de faire ça, tiens j'ai un obstacle, et le fait de devoir contourner l'obstacle m'oblige à trouver une stratégie et me facilite le choix de la stratégie que je vais avoir derrière. J'ai une dernière question avant que peut-être Geoffrey rebondisse. Boing. Euh, donc, réparer la structure, le point 4, c'est quelle machine je vais mettre en place. Et le point 3, quelle stratégie. Stratégie, ça va, même si tu as quelques mots à dire. Qu'est-ce que c'est une machine? Alors, la machine, c'est tout ce que tu vas mettre en place d'opérationnel qui te permet d'exécuter ta stratégie. Si je prends par exemple, alors tiens, je vais essayer de trouver parce que je crois que j'ai la mind map pas loin, enfin la carte mentale pas loin. Dans les stratégies qu'on avait, une des stratégies par exemple pour, alors pas donner de trucs un peu confidentiels, mais enfin pas grand chose de confidentiel non plus. Voilà, nous on essaye de vendre des formations GTD. On essaye de vendre des coachings GTD, on essaye de vendre des abonnements GTD, c'est ce qu'on veut faire. Voilà. Et tout un tas d'autres trucs. Et on a des obstacles vis-à-vis de ça. Les obstacles notamment par rapport à la vente de formation GTD, c'est la difficulté qu'on peut avoir par exemple à joindre les responsables RH, les chargés de formation, qui ne sont pas forcément des personnes faciles à joindre. Du coup, puisque c'est pas facile de les joindre directement, bah une des stratégies, ça va être de faire en sorte qu'ils nous voient quand on a besoin qu'ils nous voient, ou quand ils ont besoin de nos services. C'est-à-dire plutôt que essayer de les harceler au téléphone ou dans les salons ou dans les machins comme ça, c'est-à-dire mettre en place quelque chose. La stratégie, ça va être ça. Hein. Et la stratégie qui est notée là, c'est ça. Hein. C'est être recommandé au RH. Donc trouver de manière d'être recommandé. Ou de faire en sorte qu'ils nous voient quand ils font une recherche. Et du coup, ça, la machine qu'on va mettre en place derrière, bah, ça va être d'être dans les réseaux qu'ils fréquentent, et que ce soit pas nous qui soyons forcément les gens dans le réseau, mais qu'on aille activer nos clients contents qui font partie de ces réseaux-là pour qu'ils répondent la bonne parole pour nous. Ça peut être des trucs plus classiques, comme faire du web marketing ou travailler son SEO. Voilà, ça peut être des choses comme ça. Mais du coup, ça clarifie, et tu sais pourquoi tu mets en place des stratégies. Tu mets pas en place une stratégie SEO parce que tout le monde le fait et que de toute façon il faut le faire. Là, tu le mets parce que ça te permet d'être visible quand les gens font une recherche, parce que finalement, tu t'es aperçu que quand tu essaies de les appeler, bah, ils veulent pas décrocher, parce qu'ils ont pas envie d'être dérangés ou démarchés. Donc, ça permet de trouver une concrétisation d'une stratégie beaucoup plus pointue. Oui, et puis qui est clair, encore une fois, c'est de la clarté. Hein. Lui, il dit souvent dans son bouquin, il le dit plusieurs fois, la généralisation tue la clarté. Et là, finalement, tu arrives sur des choses qui sont très spécifiques. Quel est le problème spécifique qui m'empêche de faire cette chose précise dans ma société? Et du coup, tu vas trouver une stratégie autour de ça. Donc ça peut être sur des grands thèmes, ça peut être sur des petits thèmes. Mais donc voilà. Et il dit les 3 choses finalement qui gênent la plupart des gens dans l'entreprise, c'est d'abord beaucoup de startups notamment, mais d'entreprises en général, focalisent sur Oz, sur le pays magique, sur il faut qu'on fasse 340 000 de plus cette année, etc. Plutôt que de mettre en place un plan d'action avec des indicateurs. Ça, c'est quelque chose qu'il a beaucoup vu. La généralisation qui tue la clarté, et puis le fait d'avoir des assumptions. Aidez-moi s'il vous plaît, je fais mon Vandame là. Des idées reçues, des idées préconçues sur les choses, plutôt que d'aller vérifier que c'est bien ça le problème. D'accord. Des a priori, quoi. Des a priori, voilà, exactement. Et voilà. Et donc, il est dans les grandes lignes, voilà ce que je vous ai dit. Après, il y a des petites choses qui sont toujours sympathiques.
apprendre des petits tips comme ça, et notamment un que moi j'aimais bien, c'était, vous voyez vous vous rappelez la partie où je vous parle des rôles de la société, c'est-à-dire dans sa troisième grande phase, quand il Ouais. parle d'abord des indicateurs, après du tableau de bord dont il a besoin, il dit ensuite comment j'organise chaque job de la compagnie, Ok. chaque métier Mhm. dans la société. Mhm. Et une des choses qu'il fait qui est très très concrète, c'est quelles sont les trois tâches répétitives que les gens peuvent faire chaque semaine qui ont un effet direct sur mon chiffre d'affaires, par exemple, ou sur ma stratégie. Et Mhm. donc, il va aller chercher ça. Il va aller chercher pour chacun des métiers qu'il a redéfinis en phase 3, trois Mhm. trucs que chacune des personnes finalement dans la société peut faire, qui contribuent directement à telle ou telle stratégie en rapport avec le rôle de la société. D'accord. Et il fait cette D'accord. liste-là, et les personnes doivent faire ces trois choses dans la semaine. Parce que Mhm. c'est trois choses qui ont un impact direct. Voilà. Une autre astuce que j'aime bien, c'est le test du qu'est-ce qui pourrait foirer. Parce que souvent, quand on met quelque chose en place, ben, on se dit, ok, on met ce truc-là en place parce que ce qu'on veut, c'est ça, et ça, en général, c'est un résultat, c'est un succès. Donc, il se dit, ok, le succès, pas de problème, on le voit, on sait pourquoi. Et maintenant, est-ce qu'on peut réfléchir à l'échec? C'est-à-dire se poser la question, qu'est-ce qui pourrait foirer? Et question super importante, je trouve, pour les gens qui ont leur propre entreprise, est-ce que je peux vivre avec ça? Est-ce que je peux Mhm. supporter cet échec-là? Eh, il y a une LS qui reprend cette chose-là, une liberating structure. J'oublie son nom maintenant. Et voilà, mais c'est effectivement euh, d'aller chercher les risques. Je mettrai dans le forum la LS Mhm. dont je parle. Alors, il parle du test, il appelle ça l'outil pré-mortem. C'est-à-dire, plutôt que faire l'analyse post-mortem, il essaye de faire l'analyse pré-mortem parce qu'il se dit que si jamais il trouve qu'il y a un problème, il préfère le savoir quand il est encore vivant. Et donc c'est très simple, hein. Il dit, ok, avant de prendre une décision ou de choisir une des stratégies ou d'investir de l'argent, on fait comme si on fait une avance rapide de un an et on se dit que la décision qu'on a prise est tournée dans un échec mais retentissant, une foirade totale, un truc mais monstrueusement pourri, et de faire la liste de tout ce qui a foiré, et ensuite de confronter les idées reçues qu'on avait au départ ou qu'on a maintenant à toute cette liste de choses qu'on foiré, se poser la question de pourquoi ça n'a pas marché. Voilà. Et Mhm. est-ce qu'on serait pas un peu trop optimiste, par exemple, sur certaines choses. Voilà. Ouais. Donc voilà, je vous ai présenté, il y a d'autres choses encore hein, dans le bouquin, mais en gros, voilà cette route de briques jaunes que je trouvais super intéressante, donc de Keith Cunningham. Mais j'aime Eh Qu'en ben, beaucoup pensez-vous? le parallèle avec ouais, le côté route, c'est-à-dire que on peut avoir une vision, mais si on met pas en place les briques pour avancer, ça marchera pas, quoi. Donc il faut les deux en fait. C'est-à-dire que si tu fais une route, mais tu sais pas où ça va, tu peux aller droit dans le mur et tu c'est comme dit quelqu'un que je connais bien, c'est au pied du mur qu'on voit le mieux le mur. Mais si on peut éviter d'en arriver là, c'est mieux. C'est clair. Voilà. ouais. Donc il faut les deux, il faut la vision et mettre en place les briques pour que ça fonctionne. Ouais. Je crois que j'aurais adoré connaître ça quand je suis sorti de l'école de théâtre et que avec quelques camarades comédiens et comédiennes, on a monté notre structure, notre compagnie. Que j'eusse aimé connaître cette chose-là parce que eh bien parce que je pense que actuellement je serais en train de souffrir de ne pas pouvoir faire le festival d'Avignon tellement notre compagnie aurait été formidable. Il y a ce manque de clarté, toujours cette histoire de bah, faut qu'on fasse ça, alors on va poser des trucs, euh, comment dirais-je, coller des choses d'extérieur à nous-mêmes pour essayer de trouver un Mm. chemin pour s'organiser, de plaquer des choses. Je trouve que l'holacratie aussi va dans cette idée-là. C'est quand le problème se pose que l'organisation, elle crée un peu la perle de l'huître, quoi. Mm. Alors que c'est complètement idiot de remplir une huître de perles. Euh,
et puis d'essayer de la refermer. Je ne sais pas si mon analogie ostréicultrice vous touche, mais moi je me comprends et ça me suffit. Et c'est quand même l'essentiel. Ok. Entre l'analogie ostréocultrice et les pelles, on est super. On est bon, je crois qu'en termes d'image, on est pas mal. On est pas mal. Ok, et bien écoutez, on va conclure là-dessus. Oui. Sur les pelles et sur les huîtres, et c'est les petites perles. Donc, j'ai lu ton mail, l'émission des gens productifs et sereins, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'émission vous a plu. N'hésitez pas surtout à en parler autour de vous, à mettre des petits points, à partager, pourquoi pas sur les réseaux sociaux, dire ce que vous en avez pensé, et venir nous rendre visite sur le forum de productifetserein.com. On vous accueillera avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Le...